Bassirou Diomaye Faye n'est plus le président du Sénégal, il est remplacé par Ousmane Sonko car le président Bassirou Diomaye Faye aurait annoncé sa démission de ses fonctions à la tête du pays. Cette nouvelle, encore non confirmée officiellement, surprend de nombreux citoyens et marque un moment important dans la vie politique nationale. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre les raisons de cette décision inattendue. Selon plusieurs sources, Ousmane Sonko aurait été choisi pour devenir le nouveau président. Cette transition aurait pour objectif d'assurer la continuité de l'État et d'éviter toute instabilité. Les autorités appelleraient au calme et à la responsabilité durant cette période. Dans le monde politique, les réactions seraient partagées. Certains soutiendraient ce changement, estimant qu'il pourrait apporter du renouveau. D'autres, en revanche, demanderaient plus d'explications et resteraient prudents face à cette situation. Dans plusieurs villes du pays. La famille, le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision qui fait réagir. Ousmane Sonko a pris la parole officiellement. Oui, le président de l'Assemblée nationale tenait à envoyer un message très clair. Au-delà de tous les commentaires et des débats sur les motivations de ce verdict, une chose est certaine, cette décision s'impose à tous sans exception. C'est un rappel fondamental pour notre démocratie. Ce cycle nous montre que lorsque une institution joue pleinement son rôle en restant strictement dans son périmètre d'action, c'est le meilleur moyen de prévenir toute crise institutionnelle. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a surtout tenu à rassurer directement le peuple sénégalais sur la suite des événements. L'Assemblée nationale ne s'arrête pas et continuera d'exercer sa mission. Le travail parlementaire va se poursuivre normalement. Des lois seront débattues, certains seront votés et d'autres rejetés, mais toujours avec une priorité absolue. Honorer les engagements qui ont été pris envers le peuple sénégalais, ce peuple vaillant et digne. En somme, le message est celui de la stabilité et de la continuité. Les institutions sont souveraines et la mission parlementaire suit son cours pour répondre aux attentes des citoyens sénégalais. Vive le Sénégal, vive le peuple sénégalais, le pays le plus stable du monde. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Au Sénégal, la tension ne cesse de monter du côté de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko après la saisie de la Cour constitutionnelle d'appel pour annuler les lois votées par l'Assemblée nationale majoritaire de la partie PASTEF d'Ousmane Sonko. La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les faits, ce qui se passe en ce moment. Le théâtre est très loin de toucher à sa fin. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce qui se passe. À l'instant où je vous parle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a sur la table la folie de dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer de nouvelles élections dans l'espoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko. Le Sénégal va bientôt faire 10 jours sans gouvernement. Le phénomène Ousmane Sonko, le plus grand stratège politique d'Afrique, qu'on l'adore ou qu'on le critique, il faut regarder la réalité en face. Ousmane Sonko est en train de réécrire les manuels d'histoire politique en Afrique. Or, le seul espoir que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye puisse avoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko, c'est la fraude électorale. Si l'élection législative est régulière, transparente, équitable, je vous prédis sans risque de me tromper que PASTEF n'aura pas seulement 130 députés, ils vont peut-être monter même à 140 députés. Parce que la jeunesse sénégalaise sait très bien maintenant que c'est Macron, à travers Bassirou, le FMI et la Banque mondiale, ce sont eux qui tirent le ficelle au Sénégal. La jeunesse sénégalaise a encore mieux été informée de ses ennemis. Donc, une élection législative va probablement augmenter la représentativité de PASTEF. Et vu que Bassirou est déterminé à s'accrocher au pouvoir pour servir ses maîtres de la CEDEAO, de la France, du FMI et la Banque mondiale, je peux prédire, sans risque de me tromper, qu'il va tenter de frauder aux élections législatives et que cela va mettre le feu au Sénégal, ouvrant la voie à des aventures militaires. Je viens de parler, nous sommes le 30 mai 2026. Le prochain coup que Bassirou Diomaye Diakhar Faye va tirer, puisqu'il n'a pas de majorité au Parlement, le prochain coup qu'il va tirer, c'est la dissolution. Cette assemblée-là doit être dissoute. C'est votre point de vue? Il est évident qu'on ne va pas demander à la majorité Benno Bokk Yakaar de réviser les accords de pêche qui transforment nos pêcheurs de pêcheurs à passeurs vers l'Europe impérialiste. Ce n'est pas
cette majorité qui va voter une loi pour réviser les accords de pêche. Ce n'est pas à cette assemblée, à cette majorité qu'on va demander par exemple de discuter du franc CFA, de la présence militaire étrangère, de nos rapports avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que d'autres accords qui en fait sont explicatifs du niveau de l'appauvrissement, de l'oppression de notre peuple. Et donc oui, il y a des ruptures, des transformations structurelles qui, si le président de la République et son premier ministre veulent les faire, devront nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Et donc oui, il faudra des députés qui comprennent, qui sont d'accord que oui, il faut sortir du franc CFA néocolonial, il faut sortir de ces accords de pêche qui font la part belle aux bateaux de l'Union européenne et qui cannibalisent nos pêcheurs artisanaux, etc., etc. Donc effectivement. Les réformes qui nous sont proposées aujourd'hui conduiraient à un profond déplacement du centre de gravité de nos institutions. Elle aurait pour effet de transférer une part essentielle de l'autorité politique issue de l'élection présidentielle vers une majorité parlementaire avec à sa tête un président illégitime. Une décision d'une telle portée ne peut être prise sans que le peuple sénégalais soit directement consulté. C'est pourquoi nous estimons qu'une réforme de cette importance relève naturellement du référendum, seul mécanisme permettant au peuple souverain de décider lui-même de son... Pastef baaxul ci réew mi baaxuñu ci réew mi baaxuñu ci démocratie depuis 2 ans, bilan zéro. Il a été renvoyé de la primature par insuffisance de résultats et aujourd'hui il se retrouve à pavaner à l'Assemblée. Mais c'est un changement de régime parce qu'aujourd'hui dañu bëgg a tas li nga xamante ni moom mooy le pouvoir. Comment voulez-vous qu'on demande à un président de la République qui a été légalement élu de partager son pouvoir avec le premier ministre qu'il a nommé, par exemple? Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale puisse avoir la possibilité de convoquer même dans le cadre d'une commission d'enquête la réforme constitutionnelle au Sénégal et le président qui saisit le Conseil constitutionnel en urgence. Bassirou Diomaye Faye estime que la manière dont cette réforme a été adoptée n'est pas conforme. Le Conseil a désormais 8 jours pour se prononcer. Cette révision constitutionnelle, on le rappelle, c'est un symbole des tensions entre le chef de l'État et son ex-premier ministre Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée. Léa Lisa Vesterhoff, sur quoi porte cette saisine précisément? Le Conseil constitutionnel devra dire s'il y a eu violation de la procédure de révision constitutionnelle ou non. Si la plus haute instance juridique du pays n'est pas amenée à se prononcer sur le contenu du texte, l'objectif pour le président est bien de tenter de retoquer cette réforme. Au nom de ceux qui s'y opposent, sa propre coalition d'abord, mais aussi les partis d'opposition et plusieurs mouvements de la société civile qui demandent plus de concertation sur le contenu et dénoncent un texte taillé sur mesure pour Ousmane Sonko, désormais à la tête de l'Assemblée nationale. Politiquement, cette saisine offre une troisième voie au chef de l'État entre deux options difficiles, celle d'accepter le texte adopté à une large majorité par l'Assemblée nationale la semaine dernière et le promulguer, ou le soumettre à un référendum, une opération... Et en 2029, les Sénégalais pourront choisir entre toi et moi, tout simplement. Bassirou Diomaye Faye s'est égaré. Mais il s'est égaré, Fabrice. Et Fabrice, comment vous pouvez comprendre qu'un président qui a fait une émission à la télé du Sénégal dire devant tous les Sénégalais, je le cite, je ne peux pas comprendre, c'est lui qui dit, c'est lui qui parle, qu'un président à la sortie fait une déclaration de patrimoine à l'entrée et qu'à la sortie, ce même président ne fait pas ce même exercice. Il dit que lui, c'est l'une des premières choses qu'il va mettre en place. Venir au pouvoir 2 ans ou 3 ans après, ne plus vouloir faire ces mêmes déclarations de patrimoine. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Comment comprendre qu'un président qui a été élu par un parti politique se sépare tout simplement de ce même parti politique qu'il a mis au pouvoir? Comment comprendre qu'un président qui a cheminé pendant 10 ans avec les mêmes frères se lever un beau jour et se séparer? Après avoir saisi la Cour d'appel pour annuler les lois promulguées par Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye a obtenu gain de cause. Comme quoi, il a obtenu le droit de pouvoir annuler cette loi où le président de l'Assemblée doit partager son pouvoir équitablement avec le président de l'Assemblée nationale. Chose que plusieurs personnes et des partis de l'opposition contestent également.
Bassirou Diomaye Faye contre Ousmane Sonko. La famille Le Seri est très loin de toucher à sa fin. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. À Dakar, un vote de congrès a discrètement rebattu toutes les cartes du pouvoir sénégalais. Un vote que presque personne n'a vu venir dans son ampleur réelle. Un vote, un chiffre, une reconduction. Et derrière ces mots administratifs presque ennuyeux, un séisme silencieux qui redessine le rapport de force au sommet de l'État. Posez-vous une seule question avant de continuer. Qui dirige réellement le Sénégal aujourd'hui? Vous allez me dire, mais c'est simple, c'est le président de la République. C'est ce qu'on vous a appris à l'école, c'est ce que dit la Constitution. Sauf qu'au Sénégal, en cette année 2026, la réponse n'est plus si évidente. Et c'est précisément parce que cette question dérange qu'elle mérite d'être posée haut et fort. Ousmane Sonko, déjà président de l'Assemblée nationale, vient d'être reconduit à la tête de son parti pour 6 années supplémentaires. Une majorité écrasante de délégués venus de tout le pays lui a renouvelé sa confiance. Sans hésitation visible, sans fracture organisée. Dans n'importe quelle démocratie du monde, un score pareil enverrait un signal limpide. Voici l'homme qui incarne, qui structure, qui dirige le mouvement qui a porté le pouvoir actuel. Sauf qu'ici, les choses ne sont jamais aussi simples. Et c'est précisément là que l'histoire devient passionnante. Parce que ce parti que Sonko vient de reprendre en main avec une autorité incontestée, c'est censé être le parti au pouvoir. C'est lui qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. C'est lui qui a mobilisé les foules, les quartiers, la jeunesse, les marchés, pour faire tomber l'ancien système. Et pourtant, à l'heure où l'on célèbre ce triomphe interne de Sonko, une question dérangeante s'impose à tout observateur un tant soit peu attentif. Pourquoi le chef du parti et le chef de l'État semblent-ils, mois après mois, évoluer sur 2 trajectoires de plus en plus distinctes? Ce n'est pas une question anodine. Ce n'est pas non plus le fruit d'une exagération destinée à capter votre attention. C'est un constat froid, factuel, qui s'installe peu à peu dans les discussions politiques sénégalaises. Il existe aujourd'hui, au sommet de l'État, 2 centres de gravité, 2 hommes forts, 2 légitimités qui, en apparence, avancent ensemble, mais qui, en réalité, semblent tirer vers des directions différentes. D'un côté, il y a l'homme choisi par les urnes pour occuper le palais présidentiel, Bassirou Diomaye Faye. De l'autre, il y a l'homme que la rue, les meetings, les militants considèrent comme le véritable artisan de la victoire de mars 2024, celui sans qui rien de tout cela n'aurait été possible, Ousmane Sonko. Depuis plusieurs mois, un fossé discret mais bien réel se creuse entre ces 2 figures qui pourtant étaient présentées pendant la campagne comme les 2 faces indissociables d'un même projet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fossé ne relève pas d'une simple rivalité de personnes, ni d'un désaccord d'ego, ni d'une querelle de préséance. Il touche à quelque chose de bien plus profond, la nature même du pouvoir que le peuple sénégalais pensait avoir arraché en 2024. Car la grande promesse de la coalition qui les portait, c'était la rupture. Rupture avec les anciens réseaux d'influence. Rupture avec les pratiques de gouvernance héritées des décennies précédentes. Rupture surtout avec cette dépendance historique à l'égard de Paris. Alors accrochez-vous parce que ce qui se joue en coulisses dépasse largement ce que la plupart des gens imaginent. Reprenons depuis le début, calmement, méthodiquement, pour comprendre comment on en est arrivé là. Quand Bassirou Diomaye Faye est élu en mars 2024, il l'est dans des circonstances extraordinaires. Emprisonné quelques semaines plus tôt, libéré in extremis, propulsé candidat de substitution après l'inéligibilité de Sonko lui-même, il incarne alors un symbole plus qu'un programme personnel. Le vrai visage de cette victoire, celui que la rue acclame, celui dont les portraits tapissent les marchés, c'est Sonko. Faye est perçu, à raison ou à tort, comme le 6e homme envoyé sur le terrain parce que le premier n'a pas eu le droit de jouer. Cette configuration, unique dans l'histoire politique récente du continent, aurait pu rester une simple anecdote de campagne. Sauf qu'elle a créé, dès le premier jour du mandat, une ambiguïté fondamentale sur la source réelle du pouvoir. Qui gouverne, celui qui a le titre, ou celui qui a la légitimité populaire de la conquête? 2 ans plus tard, cette ambiguïté n'a pas été résolue. Elle s'est même approfondie. Regardons du côté du palais. Une fois installé, Bassirou Diomaye Faye a dû composer un gouvernement. Et c'est là que, selon une lecture de plus en plus partagée dans les milieux militants, les choses ont commencé à se compliquer. Ne disposant pas d'une majorité parlementaire totalement acquise à sa seule vision, l'exécutif serait allé chercher, pour asseoir sa stabilité, des figures issues d'anciens réseaux, des cadres formés à l'école des régimes précédents. Pour une partie de la base militante la plus radicale, ce choix n'est pas un simple ajustement technique de gouvernance. C'est perçu comme un compromis qui grince,
un pas de côté par rapport à la promesse de rupture totale. De l'autre côté, il y a Sonko qui continue, dimanche après dimanche, meeting après meeting, congrès après congrès, d'incarner aux yeux de la base la promesse originelle. Chaque reconduction à la tête du parti, chaque discours, chaque prise de parole publique vient rappeler à tout le pays une chose simple. La légitimité de la rue n'a pas changé de camp. Et c'est précisément ce contraste qui nourrit, semaine après semaine, la théorie des deux hommes forts. Il faut aussi comprendre le contexte régional dans lequel s'inscrit cette lecture. Depuis plusieurs années, un sentiment de rejet des anciennes tutelles traverse une large partie de l'Afrique de l'Ouest. Du Mali au Burkina Faso, en passant par le Niger, des régimes se sont construits, à tort ou à raison, sur le rejet explicite d'influences extérieures historiques. Le Sénégal, longtemps considéré comme un pôle de stabilité particulier dans cette région, a semblé, avec l'élection de Faye et la montée de Sonko, sur le point de basculer à son tour dans cette dynamique de rupture régionale. Mais 2 ans après l'alternance, pour une partie croissante de l'opinion militante, le costume du rupteur total ne collerait plus aussi parfaitement au président qu'au moment de son investiture. Des voix critiques, y compris dans les rangs qui l'ont porté au pouvoir, pointeraient une gouvernance jugée trop prudente, trop conciliante avec les anciens réseaux, trop éloignée, selon elle, de la radicalité qui avait fait le succès électoral de la coalition. Et c'est dans ce contexte précis que le triomphe interne de Sonko, ce dimanche, prend une signification politique considérable. En renforçant son emprise sur l'appareil du parti pour les 6 prochaines années, Sonko ne consolide pas seulement sa position personnelle. Il envoie, disent certains analystes, un message à peine voilé au président lui-même. La légitimité du mouvement, la légitimité de la base militante, la légitimité de la rue qui a porté cette victoire historique continuerait de résider entre ses mains, à lui, et non entre celles du chef de l'État. Cette dynamique installe une tension latente au cœur même du pouvoir sénégalais. Une tension que, pour l'instant, personne n'ose nommer publiquement de façon frontale, mais que tout le monde perçoit, ressent, commente en coulisses. Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner durablement avec 2 légitimités concurrentes au sommet de l'État. Tôt ou tard, selon cette lecture, l'une des 2 devra s'imposer sur l'autre. Ou alors les 2 devront trouver un compromis suffisamment solide pour éviter l'implosion de la coalition qui avait porté tant d'espoir en 2024. Et c'est précisément cette question vertigineuse qui plane désormais sur l'avenir politique du Sénégal. Qui, de l'homme du palais ou de l'homme du parti, incarnera in fine la volonté du peuple qui s'est levé pour changer de destin ? Maintenant, il faut parler de l'hypothèse la plus circulée ces derniers jours dans certains cercles d'analystes, celle d'un scénario de dissolution de l'Assemblée nationale. Une hypothèse qui, si elle se confirmait, ne réglerait absolument rien du problème de fond, selon plusieurs observateurs, et pourrait même se retourner contre le camp présidentiel. Voici pourquoi, selon cette lecture. Si l'Assemblée nationale venait à être dissoute, la Constitution prévoit un délai de 90 jours pour organiser de nouvelles élections. Pendant cette période, les députés sortants continuent de percevoir leur traitement, restant en poste, et rien ne change concrètement à leur situation immédiate. Ensuite, il faudrait, pour que la dissolution serve réellement les intérêts du camp présidentiel, que celui-ci soit certain de regagner une majorité solide à l'issue du scrutin, or, qui est majoritaire dans la rue, dans les meetings, dans la mobilisation de terrain, selon cette même lecture. Le parti de Sonko. Ce qui signifierait, toujours selon cette hypothèse, que dissoudre l'Assemblée reviendrait à organiser un test électoral que le camp au pouvoir n'est pas certain de remporter, et pourrait même renforcer davantage la position de celui qui contrôle déjà l'appareil du parti. C'est cette mécanique, ce piège potentiel, qui alimente aujourd'hui l'idée d'une bataille psychologique feutrée pour le contrôle réel du pays. Alors, où cela va-t-il nous mener ? Est-ce que le président va tenter le coup de force institutionnel ? Est-ce que Sonko va continuer d'avancer ses pions méthodiquement, congrès après congrès ? Est-ce que ce fossé va s'approfondir jusqu'à la rupture ouverte ou trouver un point d'équilibre ? C'est précisément ce que nous allons décortiquer dans la suite de cette analyse. Parce que ce qui s'est passé ce dimanche à Dakar n'est que la partie visible d'un iceberg politique bien plus vaste. Et la suite risque de vous surprendre encore davantage. 9 juillet, 18h33. Olavib. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur une question suspendue en l'air. Ce fossé entre l'homme du palais et l'homme du parti va-t-il s'approfondir jusqu'à la rupture ouverte ou déboucher sur un compromis ? Pour répondre à cette question, il faut regarder de très près la méthode de gouvernance adoptée depuis l'installation au pouvoir.
Et cette méthode, selon un nombre croissant de voix critiques au sein même du camp qui a porté ce pouvoir à la présidence, présenterait, disent certains analystes, des similitudes troublantes avec des pratiques que la génération militante pensait avoir enterrées en 2024. Premier point relevé par ces critiques. Le sentiment d'un décalage progressif entre les promesses de campagne et la gestion réelle du pouvoir. Beaucoup de militants qui ont battu le pavé, qui ont pris des risques personnels pour porter cette alternance, expriment aujourd'hui un sentiment amer. Les grandes annonces de rupture systémique, de renégociation des accords économiques hérités, de remise à plat des relations internationales, sembleraient, à leurs yeux, progressivement reléguées au second plan au profit d'une gestion jugée plus prudente, plus classique. Deuxième point. Un usage de la fermeté institutionnelle qui inquiète une partie croissante des observateurs. Plusieurs épisodes récents ont marqué les esprits, notamment des convocations de députés, dans des cadres où la question de l'immunité parlementaire a été posée publiquement par plusieurs voix de la société civile. Un cas en particulier, largement relayé dans la presse sénégalaise, est devenu un symbole que les militants les plus critiques du pouvoir brandissent régulièrement pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une dérive à surveiller de près. Troisième point, plus subtil mais tout aussi révélateur selon certains analystes. La manière dont l'histoire récente du mouvement commencerait à être racontée différemment dans certains discours proches du pouvoir. Des propos tenus ces derniers mois par des proches de l'exécutif auraient eu tendance, selon cette lecture, à minimiser le rôle central joué par Sonko dans la construction du parti et dans la mobilisation populaire ayant permis la victoire électorale. Une perception, au sein de la base militante, d'une tentative de réécriture qui alimenterait un ressentiment grandissant. On retrouve la même logique dans un débat désormais récurrent, celui de la source de la légitimité du pouvoir. Le camp présidentiel insisterait sur le fait que c'est le suffrage universel et non la mobilisation de rue qui confère la légitimité démocratique. Une position en apparence irréprochable sur le plan des principes constitutionnels. Sauf que, selon les militants les plus fidèles à Sonko, cette insistance sur les urnes ignorerait un fait politique majeur. C'est précisément parce que Sonko a appelé ses militants et l'ensemble du peuple a voté massivement que la victoire a pu se faire avec une ampleur aussi large. Minimiser ce rôle reviendrait, selon cette lecture, à effacer une partie essentielle de l'histoire récente du pays. Quatrième point, sans doute le plus sensible et qui mérite d'être manié avec la plus grande prudence. La question de la fermeté à l'égard de certaines figures de l'opposition, y compris d'anciens compagnons de route devenus, au fil des tensions internes, des voix dissonantes. Plusieurs voix de la société civile sénégalaise s'inquiéteraient d'une multiplication perçue de pressions judiciaires jugées disproportionnées par une partie de l'opinion. Ce point, précisons-le bien, reste un sujet de débat contesté et le camp présidentiel le juge injuste et instrumentalisé par des rivaux internes cherchant à fragiliser le président. Cinquième et dernier point, sans doute le plus structurant dans l'imaginaire politique sénégalais. La question de l'autonomie de décision vis-à-vis des anciennes puissances partenaires. Les déplacements diplomatiques réguliers, les rencontres avec des responsables étrangers, certains arbitrages économiques nourriraient, selon cette lecture toujours contestée par le camp au pouvoir, une suspicion tenace. Celle d'un pouvoir qui parlerait le langage de la souveraineté en surface, mais qui continuerait, dans les faits, de fonctionner selon des logiques héritées. C'est l'accumulation de ces 5 éléments, selon cette grille de lecture précise, qui aurait fini par forger, dans une partie de l'opinion militante, une étiquette redoutable, une étiquette évidemment contestée et rejetée par le camp présidentiel, mais qui, qu'on l'accepte ou non, révèle l'ampleur du fossé perçu entre deux hommes présentés il y a encore 2 ans comme les meilleurs alliés d'un même combat. Et c'est précisément cette fracture, silencieuse mais grandissante, que le triomphe électoral interne de Sonko vient de rendre visible aux yeux de tous. En consolidant son emprise sur l'appareil du parti pour les 6 prochaines années, Sonko ne réalise pas seulement un coup de force organisationnel. Il pose, de manière implicite mais parfaitement lisible pour qui sait la lire, une question fondamentale à laquelle le pays devra tôt ou tard répondre. Entre le président du palais et le président du parti, qui gouverne réellement le Sénégal ? Cette question a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne des Sénégalais, sur la crédibilité internationale du pays et sur l'avenir même du projet de rupture qui avait porté tant d'espoir en 2024. Car un pouvoir divisé en son sommet est, par nature, un pouvoir fragilisé, exposé, vulnérable aux manœuvres de tous ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, observent la situation avec attention. Alors, où cela nous mène-t-il concrètement pour les mois à venir ? 3 scénarios se dessinent selon les analystes qui suivent ce dossier de près. Premier scénario, le statu quo tendu.
Les deux hommes continuent de cohabiter, chacun sur son terrain, le palais gérant l'exécutif au quotidien, le parti restant fermement dans les mains de Sonko. Une cohabitation fragile mais qui pourrait tenir si les deux camps évitent l'affrontement direct. Deuxième scénario. L'épreuve de force ouverte, un événement déclencheur, une dissolution, une crise budgétaire, une motion pourrait faire éclater au grand jour cette tension jusque-là contenue. Dans ce cas, le rapport de force dans la rue et au sein de l'appareil du parti jouerait un rôle déterminant. Troisième scénario. Le plus optimiste pour la stabilité du pays. Un compromis rénové, où les deux hommes redéfiniraient clairement leurs rôles respectifs en s'appuyant sur leur légitimité complémentaire plutôt que concurrente. Quel que soit le scénario qui se dessinera dans les prochains mois, une chose est certaine. Ce qui s'est joué ce dimanche à Dakar n'était pas un simple vote interne de parti. C'était le révélateur d'une question bien plus vaste. Une question que le peuple sénégalais, qui s'est levé en 2024 pour changer de destin, devra un jour trancher lui-même. Qui, du palais ou du parti, incarne réellement la volonté populaire? L'histoire, comme toujours, tranchera. Mais une chose est sûre, le Sénégal de 2026 n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 2 ans. Et ce qui se joue actuellement à Dakar pourrait bien redéfinir pour longtemps l'équilibre du pouvoir dans toute la région. Restez attentifs parce que la suite de cette histoire s'écrit en ce moment même et personne ne peut prédire avec certitude comment elle se terminera. Ambiance tendue à l'intérieur et à l'extérieur de l'Assemblée nationale au Sénégal. En cause, l'adoption d'un texte qui redéfinit les pouvoirs du chef de l'État, du Parlement et du Premier ministre. La session a été marquée par des échanges houleux entre députés et des échauffourées entre manifestants et policiers aux abords du Parlement. La correspondance à Dakar d'Elimane Dao. Les députés du PASTEF, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale au Sénégal, qui ont adopté cette loi, estiment qu'elle est une avancée pour la démocratie sénégalaise en rééquilibrant les pouvoirs et en permettant à l'Assemblée de mieux contrôler l'action de l'exécutif. Ce dimanche, Aminata Touré, superviseur général de la coalition Diomaye président, elle pense tout le contraire. Elle estime que cette loi vise à changer même le régime politique du Sénégal, qui est actuellement un régime présidentiel fort, en dépouillant certains pouvoirs attribués au président de la République et en renforçant de l'autre côté ceux de l'Assemblée nationale. Après l'adoption de cette loi, la balle est dans le camp du président de la République. Il faudrait bien le dire. Le ministre de la Justice, qui s'exprimait au nom du gouvernement sénégalais, estime que après cette adoption, l'option privilégiée par le président de la République est le référendum, une option récusée par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui estime que cette loi a été votée par une majorité qualifiée et de ce point de vue-là, il invite le président Bassirou Diomaye Faye à promulguer cette loi.